Bonjour, Mesdames, Messieurs, ici Louis Gosselin, conseiller en communication à la Ville de Sherbrooke. Bienvenue à cette conférence de presse de l'OMSC, l'Organisation municipale de sécurité civile, parce qu'on va vous parler aujourd'hui d'inondations éventuelles au printemps, comme ça arrive souvent à Sherbrooke au cours des dernières années. Nous aurons des présentations de la part de M. Stéphane Simoneau, coordonnateur aux mesures d'urgence. Nous aurons aussi avec nous M. le maire et Mme Danielle Berthold, qui est la présidente du comité de sécurité publique. Et à la fin, nous aurons une période de questions des médias. Alors, immédiatement, j'aimerais laisser la parole à M. le maire, Steve Lucier. Alors, bonjour, Monsieur le directeur, Mme Berthold, bonjour. À Sherbrooke, les inondations printanières sont monnaie courante. Alors, ces dernières viennent avec la grande chance que nous avons de vivre ici entourés de majestueux cours d'eau. Alors, les inondations représentent en effet des événements récurrents pour nos équipes et ils sont très bien formés pour intervenir efficacement dans ces situations. Alors, voici ce qui est très rassurant pour moi, à titre de maire, mais également en tant que citoyen de Sherbrooke. Alors, l'Organisation municipale de la sécurité civile est une équipe aguerrie, qui est menée aussi par un coordonnateur de grande expérience, alors M. Stéphane Simoneau, soutenu par 19 personnes responsables de mission. Alors, les membres de ces missions peuvent être informés à intervenir, et ce, peu importe où ils se trouvent, grâce à une application mobile. Alors, en cas d'inondation, par exemple, ils peuvent recevoir l'information mise à jour toutes les 5 minutes provenant des sondes de mesure placées sur tous les cours d'eau du bassin versant de la Saint-François. Alors, si des inondations se poursuivent dans les prochains mois, les Sherbrookois et Sherbrookoises peuvent être assurés que nos équipes sont déjà à pied d'œuvre actuellement pour se déployer rapidement. Dans quelques instants, d'ailleurs, M. Simoneau nous en dira un petit peu plus long au sujet des gestes qui seront posés par l'Organisation municipale de la sécurité publique civile et pour assurer la sécurité de toute la population en lien avec les crues printanières qu'on pourrait avoir. Alors, évidemment, en tout respect des mesures sanitaires que l'on vit actuellement. Alors, merci de votre attention. Bonne journée, bonne présentation. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, sans plus tarder, on va aller à la présentation. M. Stéphane Simoneau, à vous la parole. Bonjour à tous. Merci, M. le maire, pour cette belle introduction. Vous avez parlé d'équipe, effectivement. C'est tout un travail d'équipe sur toute une année. Et c'est un peu pourquoi qu'on voulait inviter les citoyens à prendre connaissance de notre niveau de préparation qu'on développe depuis plusieurs années, mais en particulier depuis 2016 de façon virtuelle. On a eu une idée en fait qui s'est concrétisée en 2016 avec notre application mobile qu'on a déjà parlé aux journalistes. Et à l'époque, je me souviens, j'avais dans mes présentations, le point où ça accrochait souvent, on se posait la question, mais pourquoi avoir besoin de ça? C'est mieux gérer les choses quand on est en présentiel et donc c'est plus efficace. Et j'avais amené le bénéfice qu'on voulait avoir, c'est d'augmenter l'efficacité par une prise de décision, des actions plus rapides face à une situation d'urgence qui se produit tout le temps les soirs et les fins de semaine. Donc, à l'époque, le mot de vente que je faisais, c'était pour convaincre mes collègues et tout le monde d'adhérer à ce mode-là, parce que personne ne faisait ce mode-là en gestion des urgences. C'était justement pour augmenter un niveau de compétence. Mais aujourd'hui, avec la pandémie, vous comprendrez que l'argumentaire de développer des habiletés en virtuel, il prend tout son sens et son importance. Et c'est pourquoi que la dernière année, même si on a dû gérer une pandémie, on est totalement efficace pour gérer toute forme de situation d'urgence en termes de coordination. Et pour vous présenter un peu les images, je vais y aller de façon avec vous, vous présenter un peu l'application mobile, mais comment est-ce qu'on réussit à s'échanger de l'information entre les gestionnaires de la crise, mais aussi comment ça touche le citoyen tantôt par le biais de notre site Internet. Donc, je vais vous partager mon écran. J'aurais besoin qu'on me dise quand il y a une image qui apparaît. Oui, c'est bon, c'est correct. Donc, vous voyez le nouveau logo, je dis nouveau parce que quand on a créé l'application mobile, on a été avec
une marque qu'on voulait être différent du logo conventionnel. C'est la marque de Sherbrooke. Et c'était aussi dans une préoccupation de vouloir donner de l'importance, évidemment, à nos actions en sécurité civile. Si on se réfère à l'application mobile proprement dit, vous avez, ce que je disais tantôt, dans le fond, c'est une place qui est une référence pour tous les gestionnaires lorsque survient un aléa. Exemple, une inondation, ben oui, on recevait des courriels, on avait des téléphones à faire, mais maintenant, quand on pose un niveau d'alerte, ben le niveau d'alerte est transmis, oui, par courriel, mais pour les responsables de mission, reçoivent le même bulletin et restent tout le temps dans l'application mobile pour consultation, évidemment. Ici, aujourd'hui, je vais vous faire une simulation comme si on était à des niveaux de 20 pieds en phase mobilisation. Je vais vous faire comprendre un petit peu la facilité, étant plus visuel, puis l'accès aux documents plus facile, comment est-ce que ça peut avoir un effet bénéfique sur la prise d'action de chacun des partenaires. Donc, si on va dans l'application mobile, c'est exactement une place où on peut retrouver tous les documents. Là, aujourd'hui, je vous ai fait, pour mieux comprendre, j'ai fait une capture d'écran sur la sonde qui est située sous le pont à Elmeux, au centre-ville. Vous aurez compris que ce n'est pas la lecture en temps réel parce que, évidemment, on n'a pas de hausse des niveaux en ce moment, mais je voulais vraiment que vous compreniez les couleurs que sur la sonde correspondent à des niveaux de mobilisation qui sont cohérents avec le plan d'action. Anciennement, pour les plus vieux, vous vous souviendrez que la sonde était seulement numérique et on n'avait pas de tendance qui était manifestée sur la sonde numérique. Il fallait faire des interprétations des règles de 3 et ainsi de suite. Donc, si on va dans le PPI pour aller chercher, vous voyez ici les PPI qui sont disponibles, les plans particuliers d'intervention. Vous avez les différents plans qui sont là, qui sont disponibles en tout temps pour nos gestionnaires de sécurité civile. Chacun des plans est associé à une série d'actions qui est graduée de veille jusqu'à la mobilisation. Et chacune des étapes, c'est un indicateur très précis. On le vit présentement en période pandémique parce que le ministère de la Santé a pris des exemples de la sécurité civile pour bien déterminer c'est quoi un indicateur. Parce que pour un coordonnateur et un autre, il pourrait y avoir une interprétation différente. Donc, vraiment, dans les indicateurs sont très précis sur les niveaux pour passer en mode veille pour justement avoir un standard dans les niveaux d'alerte. Et dans le cas des inondations, c'est assez simple parce que c'est représenté par une règle qui est située, une règle de niveau d'eau qui est située au centre-ville. Donc, vous reconnaissez la couleur jaune ici à la couleur jaune qui est sur l'application mobile. Soit dit en passant, cette représentation-là, elle est disponible pour tous les citoyens. Donc, si on passe en mesure de préalerte, on a une série d'actions qui est déjà établie, pour chacune des missions. Anciennement, ce qu'on avait à faire, moi comme coordonnateur, je devais appeler chacune des missions et m'assurer que les actions étaient prises en charge par chacune des missions. Vous en conviendrez qu'au lieu de passer du temps à la prise de décision pour mieux gérer l'événement, je passais du temps à parler au téléphone. Et c'est ça qu'on a essayé d'éliminer. Et pour faciliter le responsable de mission, si on prend l'exemple mission communication, en période de préalerte, ces 5 actions-là sont à faire. Pour l'aider à trouver comment faire, parce qu'on pourrait avoir un substitut, un responsable de mission moins expérimenté, bien, on a accès au plan de mission directement sur l'appareil, peu importe qu'on utilise, on utilise un ordinateur, un iPad, un iPhone, Android, peu importe, le plan de mission de chaque mission est à l'intérieur. Puis ce document-là est quand même volumineux, mais on retrouve toutes les procédures, les checklists, les numéros de téléphone que la mission aurait besoin
pour remplir justement ses actions. Oh, pardon, j'ai été trop loin. Pour remplir ses actions prévues au plan. Laissez-moi redescendre. Donc, la série des 5 actions qui sont là, on clique sur communication, apparaît le plan de mission sur lequel on a cliqué. Et quand on prend en charge une des actions, au lieu de m'appeler, encore une fois, pour faciliter le niveau de compréhension, le formulaire des suivis des actions. Vous aurez compris que là, la mission n'est pas indiquée parce que moi, je suis coordonnateur, mais si je me place dans la peau du responsable de mission communication, elle s'inscrit automatiquement. Mon nom s'inscrit automatiquement, la date et l'heure, la mesure spécifique, donc l'action qui était demandée, est-ce qu'elle est en cours ou terminée, avec des commentaires et ou des photos des pièces jointes. Donc, une fois que cet élément-là est fait, vous comprendrez que pour le coordonnateur, il y a tout un avantage à voir en visuel la série des actions qui est faite par les missions. Et ça, comment est-ce que ça se transforme? Ça se transforme présentement sur une plateforme qui est en Excel, où je peux voir l'ensemble, ça c'est une vraie mobilisation qu'il y a eu, l'ensemble des éléments qui a pu être fait par les missions. Je peux éclater évidemment, sélectionner une mission. Je veux aller chercher l'ensemble des actions qui ont été faites par les communications, je peux le faire, et je peux aller aussi viser une personne si je veux faire une action sur l'action proprement dite. Vous aurez compris, c'est simplement un fichier Excel. Et la particularité de cette phase-là, je prends le temps de vous dire que cette phase-là est en développement pour avoir un fichier SharePoint que tous les partenaires de la gestion d'urgence avec les élus auraient accès en temps réel à la prise en charge d'un événement. Donc, vous en conviendrez, pour l'échange d'informations, c'est extrêmement bénéfique pour le coordonnateur de ne pas faire les téléphones à chacun des responsables de mission et de recevoir et de confirmer chacune des étapes. Le bénéfice pour le citoyen maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la carte interactive qu'on a développée à l'interne à la ville de Sherbrooke va pouvoir... Ce qu'on avait besoin, encore une fois, pour le besoin du coordonnateur, c'est visuellement afficher la progression de l'événement et dans un objectif de mieux mesurer les impacts sur d'autres événements. Sécurité civile, le problème, c'est toujours le décalage des événements qui fait en sorte que ça crée un sinistre qui est beaucoup plus grand, difficile à maîtriser, qui a un impact sur le citoyen. Donc, pour assurer également une meilleure information, on a décidé de rendre cette carte-là disponible aux citoyens. Donc, si on tombe en mesure de veille et subséquent, on va sur le site Internet tomber en prédominance. Là, vous voyez coronavirus, évidemment, le bandeau sera ajusté et le citoyen, en tombant sur le site Internet, aurait tout de suite la carte et une série de documents, comme vous voyez, pour se préparer aux inondations, préparer à évacuer une maison. C'est quoi les points importants sous forme de checklist pour, encore une fois, couper le courant, s'assurer de partir avec tel vêtement, tel équipement. Donc, ça l'aide, c'est un aide-mémoire pour le citoyen à faire face à la crise. Et si on va voir qu'est-ce que ça donnerait pour mieux comprendre l'objectif, vous allez voir, puis je le fais en temps réel avec un mode démo. Vous voyez la carte interactive ici. Si je me positionnerais au 58 Bowen-Nord, je prends une adresse qui pourrait un citoyen être motivé à savoir c'est quoi qui s'en vient comme problématique. Bien, vous allez avoir, puis là, je peux comprendre qu'il y a un certain niveau de manipulation, mais vous allez voir que quand on va représenter les cartes, on va le représenter avec la situation réelle, mais quelqu'un pourra aller plus loin et dire, vous vous souvenez ici, j'ai pointé le 58 Bowen Nord, pourrait dire, moi là,
On annonce 21 pieds. C'est quoi le 21 pieds pour moi? Donc là, on peut voir la représentation en rouge du niveau 21 pieds. Et le citoyen serait autonome aussi pour déterminer, OK, mais mettons que c'est jusqu'à quel niveau que je peux être vulnérable. Donc, tout de suite là, encore le 58 Bowen-Nord, il peut déterminer que lui, sa limite, c'est le 22 pieds et avoir une représentation vraiment visuelle que oui, sa résidence ne sera peut-être pas touchée, mais il va avoir une perte d'accès à sa résidence qui va nécessiter une prise de décision, une évacuation quand même. Et on pourrait faire la représentation, ainsi de suite, de tous les niveaux historiques qu'on a eus. Je fais une parenthèse pour dire que ces niveaux-là que vous voyez à l'écran, c'est les niveaux réels qui ont été recensés parce qu'après chaque inondation, nos services vont mesurer les hauteurs d'inondation qu'on a connues. Et c'est le service à M. Corriveau qui fait ce travail-là. Donc, on a une banque de données qui représente la réalité. On pense que c'est important de donner accès aux citoyens à toutes ces informations-là parce que c'est difficile en temps de crise de pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, la carte interactive qu'on met à la disposition des citoyens, plus les plateformes conventionnelles qu'on a de communication, Facebook et tout ça, on pense que le citoyen va être mieux servi pour mieux se préparer à de prochaines inondations. Maintenant, en période pandémique, et je conclus sur cet élément-là, pourquoi qu'on voulait vous en faire part? Bien, premièrement, pour annoncer, il n'y a pas de signal présentement que ça va être problématique en termes de quantité de ruissellement, mais on est très tôt et ça peut changer vite. Par contre, on a une situation qui est la pandémie et on devait rendre compte aux citoyens notre niveau de préparation et établir c'était quoi la répercussion de la pandémie sur la gestion d'une crise. Mais il y a surtout un élément qu'on voulait demander aux citoyens, c'est qu'ils vont avoir une responsabilité. Les citoyens qui sont touchés ou sont prêts d'être touchés par des inondations hypothétiques que je vous ai présentées, il va falloir qu'il se trouve un plan B pour l'hébergement temporaire parce que le ministère de la Sécurité publique nous interdit l'ouverture de centres d'hébergement à cause de la pandémie, naturellement. On pourrait ouvrir, des centres d'accueil temporaires, mais pour ce qui est de l'hébergement, il va nécessairement falloir avoir une stratégie différente cette année. Donc, on invite les citoyens qui voudraient aller voir sur la carte voir s'ils sont concernés par cette demande-là, d'aller manipuler la carte. Elle va être disponible dès maintenant sur le site Internet. Mais on demande aussi aux parents et amis, parce que des fois, on a des personnes plus âgées, moins autonomes, qui sont concernées par les inondations. Et ça pourrait être intéressant que quelqu'un ait les aidés pour dire maman, papa, fais-toi-en pas, si jamais tu es touché par ça, voici la stratégie qu'on va faire. Donc, on demande à la population une prise en charge qui est supérieure aux autres années parce que la pandémie va limiter certaines actions que l'OMSC, l'Organisation municipale de la sécurité civile, va pouvoir faire. Donc, sur ce, je faisais le tour du point d'information qu'on voulait vous passer. Si on peut passer à la période de questions, Louis, je suis prêt. Merci de la présentation. Tout juste avant, j'aimerais donner la parole à Mme Danielle Berthold, la présidente du Comité de sécurité publique. Mme Berthold. Monsieur Simoneau, vous êtes tellement toujours prêt, rapide sur la gâchette, que vous étiez prêt à répondre aux questions, mais je vais vous prendre 2-3 minutes pour dire comment je suis impressionnée et rassurée de constater que notre ville peut compter sur des gens aussi compétents. Bonjour, Monsieur le maire, j'ai oublié de vous saluer, mais je vous voyais dans l'écran. À titre de présidente du Comité de la sécurité publique, bien évidemment que je salue ce travail consciencieux de notre organisation municipale en sécurité civile. Et je me réjouis aussi, ce qui est le fun, c'est que le corps de police et le service des incendies travaillent ensemble et qu'ils sont constamment en lien avec les chefs des missions et les partenaires. Et quand on dit, c'est pas de la foutaise, quand on dit qu'en équipe, on peut aller plus loin, en voilà un autre résultat très probant. Ceci en dit long sur le
le dévouement dont ils font preuve et sur la qualité des méthodes d'intervention qu'ils préconisent. La pandémie aura eu du bon. On essaie d'en trouver où on peut en trouver, bien évidemment, en ce sens qu'elle aura permis à M. Simoneau et à son équipe de rendre disponible aux différentes missions une application mobile souple et très, très, très performante. D'ailleurs, hier, on a passé un premier test avec le comité de sécurité publique et ça a très bien été et les membres ont beaucoup apprécié cette présentation-là hier soir. Grâce à cette dernière application, chaque mission, comme vous l'a mentionné M. Simoneau, peut maintenant prendre connaissance du travail de toute l'équipe et ce, en temps réel. Cela signifie un important gain, évidemment, de travailler en temps réel dans un cas de sinistre. Et comme on dit en situation d'urgence, le temps, c'est le nerf de la guerre, tout comme la communication. Donc, c'est très, très, très important d'être à la fine pointe. Nos équipes nous prouvent encore une fois qu'elles savent communiquer et faire preuve d'efficience dans les situations où cela compte vraiment. Donc, nous souhaitons évidemment pas d'inondation printanière, bien que celle-ci annonce le printemps, ça s'en vient, découragez-vous pas. On pourra encore une fois dire que les citoyennes et les citoyens de la ville de Sherbrooke, on est en sécurité. Et moi, je me sens toujours en sécurité quand le coordonnateur, M. Simoneau, est aux commandes avec toute son équipe qui est prête à agir et à interagir à tout moment. Alors, je vous dis merci beaucoup encore une fois. Merci aux services de police, merci aux pompiers de la ville de Sherbrooke, merci aux chefs de mission, aux bénévoles, à tout le monde qui s'implique pour faire en sorte que quand ça arrive, qu'on puisse passer au travers puis que ça se fasse sans trop de problèmes et qu'on se sente en sécurité. Merci. Merci beaucoup, Mme Berthold. Nous avons une première question, donc, période de questions qui commence pour les médias. René-Charles Quirion de La Tribune, une question pour M. Simoneau. Bonjour, M. Simoneau. Bonjour, M. le maire, Mme Berthold. M. Simoneau, on est en période de pandémie. Donc, si je comprends bien, la grande différence, c'est que l'OMSC ne pourra pas ouvrir de centre d'hébergement. C'est un peu la différence s'il y a lieu là, sur les inondations là, qui se présentent au printemps. Oui, exactement. C'est la grande différence, mais aussi l'aspect technique qui est la gestion de la crise. C'est qu'on va la gérer à distance aussi. Donc, il y a deux éléments. Hein. Ça touche le citoyen, mais ça touche aussi la gestion de la sécurité civile. Et c'est ça qu'on voulait, dans le fond, rassurer la population sur le niveau de préparation et surtout lui demander de l'aide pour avoir un plan B, justement pour un hébergement alternatif au cas où on aurait des inondations. Puis, je tiens à spécifier qu'il n'y a pas rien sur le radar encore qui annonce qu'il y aura des inondations, mais dans une préoccupation en prévention pour nos citoyens, on a décidé de se préparer et d'impliquer les citoyens. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alexandre Tétrault de Cogeco. Question pour M. Simoneau également. Désolé, je n'avais pas activé mon micro. Je savais que ça allait m'arriver. Bonjour à vous trois. Monsieur Simoneau, peut-être juste dans la même lignée que la question de mon collègue René Charles, là, les citoyens qui sont habitués à ce que le centre Julien Ducharme soit souvent utilisé dans des circonstances comme celle-là, concrètement, pouvez-vous l'affirmer? Donc, on ne l'utilisera pas cette année. C'est les critères qui vous sont imposés par la sécurité publique. Là. Il n'y aura pas des gens inondés qui vont se retrouver dans le centre Julien Ducharme en 2021. En fait, oui et non. Il va pouvoir être utilisé en centre d'accueil, c'est-à-dire temporairement pour se servir de refuge. Et tout l'équipement a été entreposé déjà là. Donc, on parle de désinfectants, des mesures sanitaires et tout ça. C'est un grand bâtiment qui va être réservé, dans le fond, si on tombe en alerte, justement à la gestion, à servir de refuge. Mais si on a, comme par les années passées, à héberger des gens pendant 2 ou 3 jours, le temps que le niveau des eaux revienne à la normale, il va falloir avoir une autre stratégie. Et c'est pour ça qu'on demande l'aide des citoyens, mais aussi de la famille des citoyens qui sont concernés, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui restent dans le secteur. Parfait, je comprends la nuance, je vous remercie. Seconde question, beaucoup plus technique, où ça semble m'avoir échappé. Quand vous parliez de l'application pour les missions qui auront une incidence sur votre travail à vous, est-ce que concrètement, cette application-là a une incidence sur la carte que vous voulez présenter aux citoyens? Est-ce qu'il y a des trucs de l'application qui se retrouvent à aller sur la carte, des informations qu'on n'avait pas avant, ou ce sont deux trucs vraiment séparés, la carte d'un bord et votre application de l'autre?
En fait, c'est deux éléments séparés, mais à quelque part, ça va se rejoindre. Si je prends un exemple de fermeture de rue, parce que nécessairement, les inondations vont amener des fermetures de rue dans certains secteurs. Et on pourrait avoir une coupure de courant dans un certain secteur. Tous ces éléments-là vont se retrouver sur la même carte interactive. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour le citoyen d'avoir une seule référence pour aller trouver l'information dont il a besoin. Et ce qui est intéressant ici, comme je vous disais tantôt, c'est que le citoyen qui a un peu plus d'habilité, ben, il peut même aller voir des scénarios évolutifs pour voir son niveau de préparation qui est adéquat. Donc, on donne beaucoup de responsabilités, on donne beaucoup de transparence dans les informations citoyennes. Et à quelque part, pour répondre à votre question, le formulaire, les éléments qui sont pertinents pour le citoyen à savoir, ils vont tous se retrouver sur cette carte-là. Et donc, c'est possible de croire que ces informations-là vont arriver plus vite maintenant grâce à l'application. Tout à fait. C'est le but. Formidable, je vous remercie. Merci, M. Tétrault. Je pense que René-Charles Quirion a une question supplémentaire. Oui, effectivement. M. Simoneau, c'est encore pour vous la question. Est-ce que ça veut dire que le Centre des mesures d'urgence en pandémie, maintenant, vous êtes habilité là, au niveau mobile, est-ce que ça veut dire qu'on est en temps de pandémie, que le Centre des mesures d'urgence ne sera pas mobilisé aussi, ou ça ne change rien à ce niveau-là? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'on se dote d'un moyen extrême. Si on voudrait le faire tout en virtuel, on pourrait. Et être totalement efficace, même plus que si on remonte à là, 7, 8, 10 ans. Par contre, ce qui risque d'arriver, en réalité, c'est que probablement la mission stratégique va se mobiliser dans le centre, mais étant donné la grosseur du centre, la proximité puis les règles d'hygiène, on va demander à des missions, certaines missions, de travailler à distance et sans compromettre l'efficacité. Puis là, je vous rappelle que là, aujourd'hui, ça fait plein de sens pour tout le monde là, de travailler à distance. Mais quand on a parti le projet, on était en 2016. Donc, c'était pas, le lien à faire n'était pas nécessairement là. C'est un peu là-dessus que je veux revenir, de dire des fois, Mme Berthold l'a bien dit tantôt, il faut trouver des choses positives. Mais ça, vraiment, la pandémie vient faire un lien avec le besoin qu'on avait exprimé de développer une meilleure dépendance ou être moins vulnérable au centre des mesures d'urgence, ce qu'on n'avait pas avant. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres médias qui auraient des questions? Je vais vous laisser quelques secondes. Ça semble complet. On va demeurer disponibles, nos intervenants, pour répondre aux questions lors d'entrevues individuelles par la suite cet après-midi, ou si vous avez tout autre renseignement à nous demander au cours des prochaines heures, n'hésitez pas. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça met fin à la conférence de presse. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne fin de journée. À très bientôt.